Trop d'argent. Trop. Pas beaucoup, non, non, trop. On a déjà souvent parlé ici sur cette chaîne des différents paliers, hein, des différentes mesures que l'on pouvait prendre pour parler de, voilà, de personnes, que ce soit individuelles ou alors de sociétés riches ou pas. Et ici, apparemment, bon, c'est le terme économique, il y a des sociétés européennes qui ont trop d'argent. Et visiblement, c'est un problème parce qu'elles doivent écouler cet argent. On va regarder ça de plus près avec cet article de la RTBF. Les 600 plus grandes sociétés européennes ont trop d'argent. Plusieurs options s'offrent à elles pour en profiter. Alors, il y a un truc qui m'a fait tiquer dans cet article et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Mais on va en reparler plus tard parce que bon, je veux dire, sinon la nouvelle passe un petit peu inaperçue. C'est une nouvelle comme parmi tant d'autres, hein. Les 600 plus grandes sociétés cotées en bourse en Europe ont trop d'argent, et ce, malgré la crise sanitaire et la crise économique. Ce sont entre 150 et 190 milliards d'euros de cash, les liquidités disponibles qui représentent près de 15% des actifs des entreprises du Stoxx Europe 600. Il s'agit de l'indice qui reprend les 600 plus grandes entreprises cotées en Europe. Donc, les 600 plus grandes entreprises, ça veut dire aussi les plus riches, normalement, il me semble. S'il y a un économiste qui passe par ici et qui voit que je dis des conneries, qu'il n'hésite surtout pas, évidemment, à les corriger en commentaire. Quand je vois que je fais des erreurs, quand on me souligne des erreurs, souvent j'épingle les commentaires qui le soulignent. Nous avons en Europe des sociétés qui sont très tournées à l'international et qui sont notamment très exposées à la Chine. Bien sûr, l'Allemagne est un des partenaires privilégiés, mais globalement, en Europe, les sociétés ont été très rapidement capables de reprendre leurs activités avec leur contrepartie chinoise, chez qui le redémarrage a été d'une violence inouïe, commente Thomas Planel, gérant et analyste à la société française DNCA Investment. Il explique aussi que ces entreprises cotées ont une forte capacité à réduire très rapidement leurs coûts. Les managers de ces sociétés ont, dit-il, retenu les leçons des crises économiques précédentes. Le stress financier est donc étalé, mais les volumes d'affaires sont aussi importants en Europe, avec une demande croissante dans les 2 derniers trimestres de 2020. Dès que les consommateurs ont pu à nouveau utiliser l'excès d'épargne qu'ils avaient mis de côté dans leurs dépenses de consommation, explique-t-il. Alors déjà, moi je trouve ça très particulier parce qu'on a quand même les 600 sociétés les plus grosses d'Europe qui se sont enrichies malgré la crise. Or, normalement, la crise est censée toucher tout le monde de manière uniforme. Je rappelle qu'on a eu des gouvernements qui ont dit à tout le monde de faire des efforts, que la crise était un moment difficile à passer, qu'il y allait avoir des faillites, mais que c'était la vie, c'était comme ça que ça devait se passer. Et d'un autre côté, ces sociétés ont quand même réussi à faire des bénéfices. Or, pendant la crise, ces sociétés ont eu moins de compétitivité, forcément, il me semble, ou si elles n'ont pas eu de compétitivité, c'est que c'est déjà un problème en temps normal, parce que ces sociétés sont censées être compétitives les unes des autres. Elles ne sont pas censées toutes réussir. En tout cas, il me semble que c'est comme ça que ça marche dans un système capitaliste et libéral. Et donc, en fait, c'est là où c'est un petit peu dérangeant, déjà dans cet article, c'est qu'en fait, visiblement, alors évidemment, ici il pose la question à quelqu'un qui travaille dans le milieu et qui a carrément une société lui-même, donc il va évidemment pas être triste de tout ça, mais je trouve ça dérangeant que quand même on trouve ça normal, qu'on se dise, bah ok, pendant cette période, il y a plein de restaurateurs qui ont fait faillite, il y a plein d'indépendants qui ont fait faillite, mais ça va, les 600 plus grosses sociétés d'Europe ont trop d'argent. C'est déjà un petit peu indécent. Il y a un côté un peu, je trouve, limite. 4 options, et c'est là où on va tiquer, c'est à ce titre-là. Ok. Mais alors que ces grandes entreprises européennes... Mais alors que ces grandes entreprises... Mais il manque des mots, les gars, please. Que peuvent faire ces grandes entreprises européennes de tout cet argent? Certaines d'entre elles investissent. C'est le cas de certains constructeurs automobiles comme BMW ou le groupe Volkswagen. Ils vont investir massivement dans le développement de leur offre de voitures électriques. Mais toutes les grandes sociétés n'ont pas forcément aujourd'hui des projets d'investissement rentables à lancer dans l'immédiat, d'autant que les nouvelles technologies permettent des coûts d'investissement plus faibles qu'avant, et donc des économies. Ça coûte moins cher de faire des usines parce que vous avez de l'automatisation qui permet de limiter certains coûts, où vous allez pouvoir manager vos usines à distance, etc., commente Thomas Planel. Donc même si on utilise le cash pour investir, on en utilise moins qu'avant. Eh ben merde alors. Donc je trouve en fait, il y a plein de trucs qui me choquent dans cet article parce que
normalement, l'investissement, ça se fait pas que justement enfin voilà, je veux dire, on agrandit on agrandit les usines très bien, mais enfin, je trouve ça tellement réducteur comme ça de se dire ah ben non, on peut acheter que des machines, mais on payera pas assez cher. Bah, c'est- je sais pas s'il y a qu'à moi que ça fait ça, mais cet article m'a vraiment choqué là-dedans, là derrière, ce truc de ben merde, ça nous coûtera pas assez cher, et d'un autre côté, genre, ils rechignent tout le temps à payer, je trouve, de manière générale, que ce soit des impôts, que ce soit des personnes, ou investir par exemple justement dans les énergies durables, renouvelables, etc. Et là, tout à coup, investir, ils veulent investir, mais bon, ça coûte pas assez cher, donc il faudra trouver d'autres solutions, quoi. Et ce qui me dérange notamment, c'est qu'on parle de BMW et Volkswagen. Alors, je sais plus, mais il me semble que c'était BMW, je me souviens plus. Mais il y avait une entreprise allemande là qui avait été épinglée pour pour avoir fraudé finalement, fait de la fraude écologique, où ils avaient fait croire que leur voiture respectait les normes écologiques alors que c'était pas du tout le cas. Et maintenant, on voit qu'en fait, bon, ils font toujours partie des 600 entreprises les plus grandes d'Europe. Or, je trouve ça vraiment dérangeant dans le sens où, bah, normalement, enfin, un indépendant qui aurait fait ça, il aurait été en faillite, quoi. Et là, comme c'est une grosse entreprise, on l'a bien gardée, on l'a sauvée, et maintenant, elle peut se poser la question, qu'est-ce que je fais de ce trop plein de fric? Encore une fois, je suis pas non plus spécialiste en économie, donc si ça se trouve, je me trompe de société, et voilà, n'hésitez surtout pas, si je fais des erreurs, à me le souligner en commentaire. Toutefois, d'autres voies restent envisageables pour écouler ces liquidités en 2021, racheter des sociétés. Il s'agit du processus de fusion-acquisition dont on parle régulièrement. Mais là aussi, c'est de plus en plus compliqué. Beaucoup de fusions-acquisitions ont déjà été faites, et d'un point de vue réglementaire, c'est plus compliqué qu'avant. Mais... et là, en fait, encore une fois, mais je pars vraiment du principe, justement, je pars vraiment du principe qu'on est dans un monde capitaliste. Beaucoup de gens voient que quand on dit capitalisme, ils pensent que c'est une insulte, mais il n'y a pas d'insulte, c'est un système comme un autre. Et en fait, le grand ennemi du capitalisme, ce sont les monopoles. Parce que les monopoles, c'est littéralement... on tombe dans un système communiste, quoi. Pour simplifier hyper rapidement. Et là, en fait, j'ai vraiment un gros problème parce que dire qu'en fait, il y a beaucoup de fusions-acquisitions, mais ça veut dire qu'alors, du coup, justement, on se tourne de plus en plus vers des monopoles, puisqu'on se retrouve avec des sociétés qui rachètent tout le temps des sociétés, et visiblement, on en arrive à bout, puisque la plupart des fusions-acquisitions ont été faites. Enfin, il y a plein de questions dans cet article qui sont juste passées rapidement, comme ça, qui pourrait avoir l'air de rien quand on lit l'article comme ça, mais moi je trouve qu'il est rempli de réflexions qui méritent plus que juste un petit mot comme ça en disant ah bah oui mais ça il y a presque plus. Non mais c'est un problème qu'il y ait quasiment plus de fusion-acquisition à faire. Vu le nombre d'indépendants par exemple qui sont en train de faire faillite, comment ça se fait que cette société n'investisse pas dedans? Vous allez me dire mais oui mais c'est pas leur secteur. Alors peut-être, mais d'un autre côté je veux dire il y a plein de sociétés qui investissent dans plein de secteurs différents, donc enfin je sais pas, je trouve ça vraiment étrange comme ça, de dire qu'il y a, enfin, je sais pas. C'est peut-être moi, hein, encore une fois, c'est pour ça que je prends tant de pincettes, parce que je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui m'échappe. Et si vous savez ce qui m'échappe, n'hésitez pas, mais, ou alors c'est complètement fucked, quoi. Ou alors c'est complètement cassé, et c'est un vrai problème. Troisième option, augmenter les dividendes pour les actionnaires. Mais selon Thomas Planel, cette solution n'est pas non plus idéale. Le problème est que vous voulez que le dividende soit stable dans le temps, vous souhaitez que le dividende soit réutilisé en période de crise. Mais dans les années fastes, vous allez éviter de trop le faire progresser pour ne pas le rendre involatile, mais surtout pour avoir cette approche un peu contracyclique, c'est-à-dire en période un peu plus difficile dans les années qui vont venir éventuellement, vous n'aurez pas à augmenter votre dividende de façon trop importante. Et donc, vous n'aurez pas à le baisser de façon trop importante au cas d'années plus difficiles. Le dividende est une donnée qui doit être stable pour rassurer l'actionnaire. Ah, c'est important de rassurer l'actionnaire, mais en soi, voilà. Après, ça, c'est le système de la bourse, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Voilà, il existe, et j'avoue que ça, c'est une option qui est envisageable et qui est logique d'envisager.
Enfin, dernière possibilité, le rachat de ses propres actions. Et à ce niveau-là, DNCA Investment estime que les directions financières des sociétés de l'Eurostoxx 600 pourraient débloquer jusqu'à 150 milliards d'euros pour tout simplement réduire le nombre de leurs actions en circulation, ce qui veut dire que chacune de ces actions vaudra un peu plus après l'opération qu'avant, soit de 25% de plus que la moyenne des 5 dernières années avant la crise sanitaire. Pour ces rachats d'actions, ce n'est pas rien du tout. Et en fait, on parle de 4 possibilités, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes ces possibilités, il n'y en a pas une seule qui parle de, par exemple, augmenter ses employés. Je sais pas, de donner des primes, de, je sais pas, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on parle vraiment comme ça, tranquillement, de tout un tas de possibilités qui sont assez techniques et économiques, mais il n'y en a aucune où ils envisagent de se dire, bon bah, voilà, je veux dire, il y en a plein par exemple qui probablement dans les 600 plus grandes, c'est sûr, dans les 600 plus grosses entreprises européennes, il y en a plein qui doivent utiliser des employés du tiers-monde. Ou en tout cas des employés de personnes, enfin des employés à faible revenu. Pourquoi est-ce qu'ils leur donnent pas de prime en fait ? Vu qu'ils ont tenu pendant la crise et qu'ils ont contribué finalement à cette réussite. Je sais pas, mais enfin, et je dis pas de tout donner. Voilà, c'est pas un truc où je suis en train de dire, mais il faut tout donner aux gens qui travaillent. Mais je pense qu'on pourrait partager quoi. Voilà, les actionnaires ont joué très bien, ils financent les entreprises, ok. On pourrait donner une partie en dividende et puis une autre aux employés en fait. Enfin, c'est ça que je comprends pas en fait. C'est pourquoi c'est pas une option. Pourquoi il n'y a pas l'option remercier nos collaborateurs, quoi. Et je trouve que c'est un peu aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais lancer la réflexion. Encore une fois, si vraiment je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à le dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque comme ça de reconnaissance parfois. Il y a maintenant, il y a une espèce de... Voilà, il y a le service financier des entreprises, de ces grosses entreprises, quoi, qui pensent que sur le papier. Voilà, on a gagné des bénéfices et maintenant on doit... il faut que ces bénéfices nous fassent gagner quelque chose, quoi, nous fassent gagner de l'argent. Et ils ne pensent pas à se dire, bah tiens, ok, ça veut dire qu'on a bien taffé, donc si on a bien taffé, ben faut remercier les gens qui nous ont permis d'arriver à ce stade-là, quoi. Parce qu'on était en temps de crise, tout le monde a été en temps de crise, et je veux dire, leurs usines ont continué à tourner, et vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que des cadres dans les usines. Enfin, je sais pas si... Voilà, c'était juste une réflexion que je me posais, c'est pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est pas une possibilité de remercier simplement les gens, et parce que pour moi, c'est aussi une question d'humanité, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une part de déshumanisation comme ça dans les entreprises, où on ne veut pas voir les petites gens, quoi, les petites mains, les petites personnes, mais je veux dire, parfois ça peut être que dalle, hein, parce qu'en plus on parle quand même de 150 milliards à 300 milliards d'euros, mais même si ce sont des gens voilà, je sais pas, j'invente, mais des employés en Chine qui coûtent le tiers du prix d'un Européen, voire même moins, si vous lui augmentez, je sais pas, de 5 euros, vous lui donnez vous lui donnez simplement des primes. Enfin, ça pourrait changer la vie de ces gens, quoi. Et c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que ces sociétés doivent absolument garder cet argent entre sociétés, Enfin voilà, je sais pas, c'est étrange. Pour moi, c'est étrange. Voilà. Bah écoutez, si vous avez peut-être des éléments de réponse à tout ça, ou simplement des réflexions intéressantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé, à la liker, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.